Amigum sensi gurbaci la piaglia raviadi. Amigum. En 2007 paraissait ce petit livre qui a été écrit par Terry Hutchinson et préfacé par notre ami M. Jérôme. C'est Frédéric, la mission oubliée. On le trouve sur Amazon, j'ai été consulté il y a une quinzaine de jours, il y est. Donc si vous voulez, je crois qu'il est. Je vais m'en servir beaucoup bien sûr, mais je crois que le mieux c'est d'acheter. Il existe toujours. Ça, je crois que c'est une mission qui effectivement, Hutchinson a bien raison, elle a été oubliée. Oubliée par certains. Oui, enfin, voilà, oui, mais enfin, par rapport aux deux autres missions, S.C. Urchin et Pearl Harbor, elle est passée un peu à la trappe. Et pourquoi? On va voir. Sa publication donc, est l'aboutissement de recherches aux archives des services secrets britanniques et la collecte d'informations auprès de la famille de Guy Verstraete en Belgique. Guy Verstraete, c'est le chef de la mission. Encore ceci, que Hutchinson a pu interviewer les derniers témoins et acteurs locaux du réseau de renseignement, qui c'était un réseau de renseignement qui s'est constitué autour de la mission Frédéric. Parce que Hutchinson, son épouse est de Valigre, et vous verrez que la mission, le périmètre de la mission, c'était une mission de renseignement circonscrite au Golfe. Et il séjourne régulièrement en Corse, donc c'est ce qui a attiré son attention sur cette mission et qui l'a encouragé, qui l'a incité à faire ce petit livre-là. En 1993 déjà, sur la plage du Coupable, c'est en bas de Serre à Diffère, il y a un monument assez imposant maintenant. Il a été, c'est à l'initiative de Terry Hutchinson que ce monument existe sur la plage du Coupable. C'est pas loin du lieu où a débarqué la mission. C'est à quelques centaines de mètres. Elle a débarqué au lieu précis, c'est le Scoglio Bianco. À vrai dire, donc jusque-là, au contraire des missions de Pearl Harbor et sur Urchin, il restait peu de traces. Pas du tout, peu de traces de la mission Frédéric. Aussi peu d'ailleurs dans l'espace géographique que dans les revues, publications, interviews. Alors donc grâce à ce petit livre, le voile s'est donc levé lentement sur cette mission Frédéric et tout le réseau de résistants qui s'était constitué autour. Sur la cinquantaine de pages du livre, là, environ 50 pages, le premier tiers, un tiers environ, est consacré à la courte ville de Guy Verstraete, c'est le chef de la mission, qui a été fusillé par les Italiens à la caserne Saint-Joseph, dans la cour de la caserne Saint-Joseph, le 6 juillet 1943. Donc il est mort à 25 ans, très jeune, hein. Il est mort à 25 ans, mais tout à l'heure, je pense qu'il a dit, c'est souvent des jeunes. Hein. Ah oui. Donc là, voilà, il est mort à 25 ans. Et je pense que ça méritait bien, vous voyez le parcours de ce gars-là, de Frédéric Verstraete, ça méritait bien qu'il lui réserve le tiers de ce petit livre. Alors Verstraete est de parents belges, il est né à Londres, par les hasards de la Première Guerre mondiale, il est né en 1918, la guerre n'est pas finie, en février 1918, il est né à Londres. Ses parents s'y trouvent à ce moment-là, et sa mère accouche donc de Frédéric de Guy Verstraete à Londres. C'est pour ça qu'il est donc franco-belge. Ses études à Anvers s'achèvent, donc il retourne en Belgique, il fait ses études à Anvers, à l'école, il termine à l'école supérieure de la navigation, et il en sort titulaire avec un diplôme d'officier de bord. Le 26 avril 1940, peu avant l'invasion de la Belgique par l'Allemagne nazie, le cargo sur lequel il navigue, le Carlier, quitte Anvers pour rejoindre l'Afrique. Le Carlier fait escale à Dakar pour faire le plein de carburant. Il a failli le faire un peu plus haut, mais c'était pas possible, il a dû rejoindre Dakar, et donc il se trouve à Dakar. Nous sommes le 12 juin 40, la Belgique et la France sont entrées, les guerres occupent la France, et donc, en vertu de l'armistice qui a été signé entre Pétain et Hitler, l'amirauté interdit au bateau, au Carlier, d'appareiller. Donc, il est bloqué à Dakar. Après une tentative donc avortée, de fuite avortée, le Carlier est bloqué à Dakar pour de longs mois.
qui excluent. Hein. Loin de leur pays, donc et sans nouvelles de leur famille, les hommes de l'équipage, bien sûr, s'ennuient, leur font à Dakar. Et Terry Hutchinson, donc, décrit la vie à bord. C'est un enfer, dit Terry Hutchinson. Dans les cabines, on étouffait et le pont semblait d'acier, semblait rougeoyer sous le soleil. Donc en juin 1941, un an après son arrivée à Dakar, avec 4 autres marins, Verstraete parvient à s'enfuir sur une petite embarcation du Carrier. Après 200 km parcourus à la rame et sous un soleil de plomb, nous sommes en été, sous les tropiques, l'équateur précisément, les hommes arrivent épuisés, ils sont sur une plage de Gambie. La Gambie est sous un protectorat anglais, donc ils arrivent au large de la Gambie après 200 km, ont parcouru à la rame, ils sont famés, ils terminent en beauté cette odyssée. Ils arrivent sur une plage, et au même moment où ils arrivent sur la plage de Gambie, il y a une tempête, une grosse tempête qu'on les connaît dans les marées tropicales, avec une pluie diluvienne. Donc après cette arrivée mouvementée, et quelques jours de repos en Gambie, Verstraete et ses compagnons rejoignent Freetown, au Sierra Leone, c'est un pays voisin, sous contrôle anglais. Et c'est là que Verstraete fait connaissance d'un officier des services de renseignement anglais. Il lui fait part de sa volonté de combattre avec les Alliés, de continuer le combat avec les Alliés. Alors par bateau, donc, il rejoint Londres, via Belfast en Irlande, une quinzaine de jours. Il entre en contact avec c'est là que vous avez compris que les services secrets, c'est un peu un peu Alger, hein, c'est un peu compliqué, hein, on ne sait pas tout, peut-être, je ne sais pas encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne sait pas. Hein. Bon, en tous les cas, ce qui est avéré, c'est que notre ami Guy Verstraete donc, est enrôlé, il fait partie du service Secret Intelligence Service, c'est le 6 SIS, donc on appellera comme ça, et plus précisément la section belge du 6. C'est le MI6, Military Intelligence 6. Il suit une formation d'agent secret, donc c'est des maniements d'armes, ils apprennent à ramer, ils apprennent tout ce que doit savoir un agent secret, et y compris il apprend à sauter en parachute. Il est resté de longs mois immobilisé à cause d'une chute malencontreuse. C'est pas bien passé. Pour sa première mission, en juillet 1942, Verstraete a été débarqué donc, clandestinement. Donc à ce moment-là, l'Algérie est toujours pétainiste. Hein. Il débarque donc clandestinement sur une plage d'Oran, l'Algérie. Mission avec un autre gars, ils sont chargés de renseigner donc, les Alliés sur l'état d'esprit, l'opinion des Algériens. Ça, c'est en vue de la préparation du débarquement en AFN, qui aura lieu effectivement le débarquement le 8 novembre 1942. Et en janvier 1943, la mission Frédéric, on l'appellera 6 MI6, hein, on va appeler MI6 pour simplifier les choses, pour la Corse, donc prend tout l'heure. L'opération se prépare avec l'aide du BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action, c'est le service secret de la France libre de Gaulle, et le spécial opération exécutive anglais, le SOE anglais, qui ont conjointement déjà organisé, un mois auparavant, les débarquements de Scameron sur la plage de Couplan, c'est même quand même en déplacement. Donc il avait exactement le même endroit. Au même endroit, exactement, Skoyoula, ça s'appelle précisément Skoyoula. C'est dans le golfe du Walid, dans cette petite baie encore, on repère bien au Skoyoula. Donc c'est effectivement un rocher blanc qui apparaît au milieu des roches un peu plutôt rouges, voilà, donc il est repérable. Donc il débarque là, mais la mission Frédéric, la mission Frédéric de Verstraete, bien qu'elle ait été organisée un peu, enfin, ils ont donné les renseignements, bien sûr, c'est normal, hein, mais la section de MI6, la mission Frédéric, elle est sous la responsabilité unique et exclusive du MI6. Ce sera bien la responsable, la seule responsable de cette mission. Alors, exception faite
de Frédéric, placé sous la responsabilité de MI6, tous les autres débarquements effectués par les sous-marins en Corse, tous, qu'ils aient été effectués pour Pearl Harbor ou pour Churchill, les deux autres missions, tous ont été organisés par le SOE anglais et l'OSS, Office Strategic Service, qui avait été suivi américain, et le BSRA de la France libre. MI6 n'a fait que ce débarquement de la mission Frédéric. On remarque que si la France et les USA disposent d'un seul service secret, je voulais faire un petit détour pour service secret, vous comprenez bien. On remarque que si la France et les USA disposent d'un seul service secret, les Anglais en ont deux. Un qui déjà existé déjà, donc c'est le MI6, 6 MI6. L'autre a été créé, le SOE a été créé par Churchill pour la guerre. Il a été créé en 40, juillet 40, et il sera dissous en 46. Voilà. Et ce service, il faut dire qu'il est passé sous l'autorité directe de la SOE. Churchill l'a créé par défiance à l'égard du MI6, mais aussi, il y a eu un problème. Il y a deux agents qui ont été pris, enfin, ça s'est mal passé avec le MI6 et les Allemands ont pris des agents. Et du coup, Churchill a douté un petit peu de l'efficacité de ce MI6. C'était une des raisons pour laquelle il a créé le SOE. Mais l'autre raison, c'est qu'il voulait faire un service qui soit dédié. Et il pensait que le MI6 n'était pas assez, s'en tenait au renseignement, un peu trop renseignement, il faisait un peu d'action, sans de renseignement. Lui, il veut un service de SOE qui soit renseignement et action. Je tourne vers l'action. Durant le conflit les deux services anglais, bien sûr, ont agi complémentairement, mais il n'en demeure pas moins que le 6 MI6 donc, fut éclipsé par le SOE, parfois même mis involontairement en concurrence avec lui, avec des risques pour les agents sur le terrain. En Corse, la mission Frédéric est donc placée sous la responsabilité exclusive de MI6 et s'en tiendra à la seule mission militaire de renseignement. Elle diffère donc en cela de deux autres missions, Pearl Harbor et Churchill, qui sont à visée militaire, mais pas seulement. Il y a également du politique derrière. En fait, la première mission terroriste coopère avec le Front National, pas toujours avec l'accord de Dessau, d'ailleurs, il ne voit pas ça d'un très bon œil. On ne fait pas. Et après, sur le terrain, la coopération est réelle et bien utile. Donc, et l'autre, évidemment, c'est la mission Churchill, c'est le rigoliste. Pour la petite histoire, j'ai dit ça pour... en fait, quand Scamarol il débarque à Alger, en janvier, il débarque avec Henri, je crois que c'est Henri ou Emmanuel Dacier de la Vigerie, qui est gaulliste, les trois frères Dacier de la Vigerie. Tous trois sont un royaliste, l'autre gaulliste, l'autre anglais. Alors celui-ci débarque avec Scamarol, et en fait, Churchill n'en veut pas. Il le renvoie aussitôt, débarqué par avion. Il retourne aussitôt, bon, Scamarol il reste. Et donc, c'est Scamarol qui va maintenant se charger de cette mission de venir en Corse. Alors, je reviens maintenant à la mission Frédéric. On fait ce petit détour, là, c'est pour vous aider un peu le paysage politico-militaire et service secret. Alors, qui pour accompagner Verstraete? Le MI6 fait appel à Antoine Colonadis, homme de confiance des Alliés, puisqu'il les a aidés au débarquement d'Alger, quand ils ont débarqué à Alger en novembre, et en 1942, et il contacte Antoine, contacte son cousin Germain, ça se passait comme ça, hein. Je crois qu'il y avait aussi des relations familiales, amicales qui jouaient, hein. C'était pas forcément, évidemment, mais dans cette clandestinité, c'est souvent comme ça que se nouent les contacts et se créent des petits réseaux, avec des groupes d'amis qui se connaissent, des gens qui se connaissent. Antoine donc contacte son cousin Germain, le capitaine de gendarmerie Paulin Colonadis, qui est de Pétrec du Kizan, et un autre, troisième cousin, éloigné, Charles Simon André, qui est de Zou, de Haute-Corse. Il est instituteur à Alger, André.
avec deux autres recrues, Jean Aquavive et François Thiap, le groupe proxy-initialaire d'espionnage. Donc au départ, ils sont 6 prévus pour partir. Mais tout se passe pas comme prévu, parce que Paulin est hospitalisé, une affection rénale, et dès lors le plan change. La mission est scindée en deux. La première, Frédéric, sera constituée des 3 hommes, Verstraete, Colonne, Antoine Colonne et Charles André, et les 3 autres, c'est pour plus tard, quand Paulin sera rétabli. Vers Larbourg, au 7 février 1943, ils sont donc 3 agents qui partent d'Alger, qui quittent Alger le 7 au soir, à bord du sous-marin Saracen, aux ordres du jeune commandant Michael Lumby. Il est âgé de 26 ans seulement. Lumby. Le sous-marin arrive dans le golfe du Valine, là où a déjà débarqué au large de Skolubian. C'est le nord de la plage de Coupable. Parce que la Coupable, il faut remonter vers la direction le nord, vers Ajaccio, disons, pour trouver le lieu précis, Skolubian. Cameron avait été débarqué donc un mois auparavant. Nous sommes le soir du 10 février. Le 11 février à 2h du matin, échappant à la vigilance des gardes-côtes italiens qui balayent la mer de faisceaux lumineux, le sous-marin met à l'eau deux canots avec des hommes et en même temps quelques armes, post-radio, enfin tout un petit équipement nécessaire pour un viatique, pour continuer leur mission. Antoine Colonadis est natif de Casalabri, et il connaît bien les lieux et les gens, les amis, les parents. Il sait pouvoir compter donc, sur eux pour constituer autour de cette mission Frédéric un réseau de renseignement. Donc la visée n'est pas de... C'est la différence avec un mouvement. L'ambition de créer un réseau de renseignement, en plus, la différence des deux autres. Alors lui, donc Antoine, prend en charge le renseignement sur le versant nord du Valine. Il a vu, après Olmé, Propriane, jusqu'à Pétrette. Et Verstraete, avec son... André s'installe à Propriane, la région de Propriane, là. Et Verstraete, avec son poste radio émetteur des secteurs, c'est lui qui est poste radio émetteur des secteurs, rejoint donc une planque à Tivolage, c'est au sud de Propriane, une quinzaine de kilomètres de Propriane, vers l'aérodrome de Tavares, c'est sur les contreforts. Il rejoint donc une planque dans ce village à Tivolage. Alors il a une pièce, on met à sa disposition, c'est Jean-Baptiste Chez et sa mère Louise Simon-Pietri qui mettent à sa disposition 2 pièces, c'est pas grand-chose, enfin, il installe là, il est un peu à l'écart du village, c'est l'idéal pour ne pas se faire provoquer. Alors durant ces 2 mois, parce que la mission durera 2 mois, comme celle de Scamaron, il n'y a pas plus, durant ces 2 mois, Vernu, j'envoie quand même une quarantaine de messages, et il a pu dresser des cartes, il a recueilli des documents, des cartes qui renseignent sur les dispositifs des troupes italiennes qui sont dans la région. Alors il convient avec Alger qu'il les remettra, un sous-marin viendra les chercher, le sous-marin effectivement arrive à Coupable, et doit arriver à Coupable. Là, au même endroit où avaient été déposés précédemment Scamarone et Verstraete. L'arrivée du submersible est annoncée le 9 et 12 avril, donc les Verstraete on l'appelle aussi Vernuge, c'est son code. Verstraete et André se rendent au rendez-vous et ils attendent et le sous-marin n'arrive pas. Donc ils repartent. Et quand ils repartent, ils ont trouvé des documents enfin, qu'ils devraient connaître au sous-marin. Quand ils repartent, ils se font prendre par une patrouille italienne. Alors, les documents, donc bien sûr, les trahissent, ils sont vite trompés. Enfin, il y a eu un petit, je passe vite, sur ils les avaient cachés à un endroit, ils reviennent, enfin, il y a eu un petit, ça a failli échapper aux Italiens, mais finalement, ils se font prendre. Il y avait un berger qui a parlé. C'est autre chose, Ah, peut-être, enfin, bon, c'est pour Scamarone. Non, oui, je me sors aussi. C'est pour Vernuge. Alors, lui aussi, enfin, de toute façon, il ne faut pas se faire souvent, c'est des gens qui ont été dénoncés. Des gens qui... Oui, d'après ce que je savais sur Frédéric. Il ne faut pas non plus idéaliser. Hein. Il y avait
soit par force, soit par force, enfin, soit par intérêt, soit par... oui, c'est son cas. Effectivement, c'est pareil. Il a été dénoncé. Je ne sais pas si c'est un berger, enfin, il a été dénoncé. Il a été dénoncé. Enfin, il avait le manège et surveillé. Donc, il résiste, les deux hommes, là, André et Erstraat, résistent pendant une vingtaine d'heures à peu près. C'était le temps imparti suffisant pour donner aux autres le temps de fuir, enfin de s'évanouir dans le maquis. Hein. C'est qu'effectivement ce qui s'est passé. Certains du Front National, moi j'ai le témoignage de Jacques Sourde, qui était du Front National, donc à Beaubourg, c'est à la région de Barbarac, il avait recueilli d'opérette. Appelé Pierre Scaté, son alias. Alors donc il résiste à la torture, mais bon, eux, donc tout le monde sont fui, sauf deux n'ont pas réussi à fuir, pour quelle raison. Jean-Donat Léandre et Charles Thomasine, qui n'échappent pas donc aux idées. Après un séjour à la citadelle d'Ajaccio, les 4 hommes sont transférés à Bastia. Le 5 juillet, le tribunal militaire italien prononce les condamnations. La peine de mort pour Guy Verstraete et Charles-André. 30 ans de réclusion pour Léandre et Thomasine, qui seront déportés à Castelfranc. Et eux mourront sous les bombes alliées, puisque les alliés remontent depuis la Sicile, pas facilement, ils remontent vers le nord, dans l'Italie. Et c'est dans les alliés bombardent, et ils sont dans ce camp qui est à Castelfranc. Ils sont bombardés, ils meurent sous le bombardement allié. Louis-Simon Pietri, qui avait hébergé la SRAT, Louis-Simon Pietri et son fils a réussi à s'échapper. Elle est convoquée au tribunal. Et en raison de son âge, elle est tenue de s'expliquer devant le tribunal, mais en raison de son âge, il y a des difficultés à communiquer. Il ne parlait que le corse. Puis je crois que les Italiens n'ont pas trop insisté. En fait, elle est libérée. Au prochain. L'exécution de Verstraete et André a lieu le lendemain, le 6 juillet, tout de suite, on ne perdait pas de temps. Là. Le 6 juillet après-midi, à la cour de la caserne de Saint-Joseph. Et quand il a été torturé, Verstraete est fusillé, attaché sur une chaise. Et ses dernières paroles avant la salle de d'exécution, c'était Vive la France. C'est-à-dire que lui, c'est mérite des relevés, lui qui est anglo-belge, il meurt quand même, il est rendu la France. C'est que la résistance, il n'y a pas de frontières aussi. Hein. Comme Hitler n'en avait pas, les résistants n'en avaient pas non plus. Voilà, pour conclure, donc, les hommes, oui, ils ont été bien sûr honorés par des tas de décorations et médailles, parmi les plus hautes, hein, évidemment, de Belgique, d'Angleterre et de France. Alors, pour conclure, donc, maintenant j'en vais à la conclusion, donc je voudrais essayer de répondre à la question de savoir pourquoi cette mission a été si longtemps ignorée, parfois dans notre souvenir. Alors, Terry Hutchinson avance, dans ce petit livre, avance l'hypothèse d'un secret bien gardé du MI6. Alors, c'est vrai, c'est chose courante, de la part des services secrets, qui livrent leurs archives avec parcimonie, et le plus tard possible. Hein. C'est encore vrai aujourd'hui, je le vois. Ce qui est plus récent, qui a un peu plus d'actualité, c'est la guerre d'Algérie. Par ailleurs, dans d'autres pays, c'est pareil. Hein. Tous les services secrets, il y a même difficulté à s'ouvrir au public. Alors voilà. Donc Terry Hutchinson avait raison de dire c'est ça. Mais je pense que ça n'explique pas tout. Talleyrand est giroudiste, il coopère avec le Front National d'obédience communiste. L'autre, c'est Churchill, qui est gaulliste. Donc là, les deux, toutes deux, donc, sont à viser, déjà, au départ, militaro-politique. C'est Churchill et Talleyrand. Au contraire, Frédéric, donc je l'ai dit d'emblée, s'en tient au strict renseignement militaire et opère donc sur un périmètre restreint. Donc voilà, à mon sens, une autre raison de la difficulté de Frédéric à exister, avec deux autres missions. C'est parce que là, je vais citer Jean-Marie Guillon, qui donne une explication que je partage. Et il dit à raison
que ce ne sont pas les faits militaires qui sont cruciaux, ils sont peu de choses dans le théâtre d'ensemble de la guerre. Ce qui est crucial, ce sont leurs répartitions symboliques et politiques dont les effets sont à plusieurs niveaux. Une citation. On sait en effet que c'est en tirant leur légitimité de leur rôle de la résistance que les deux forces communistes et gaullistes se sont, après-guerre, 30 ans, là je vais citer Pierre Nora, se sont enracinées durablement dans le paysage politique. Elles ont dominé la vie politique française de leur énergie polarisante, portant deux versions de la légitimité nationale syncrétique, rivale et complémentaire, dont l'opposition structure la mémoire historique de la France contemporaine, qui n'est pas juste aux milieu des années 70. Je crois que donc, je vous fais encore une citation, ça me permet d'aller vite, il parle mieux que moi. Je vais citer Malraux pour terminer, qui disait, vous savez, cet aphorisme, pensez cet aphorisme, il y a nous, les communistes, et rien. C'est en 1949. Rien, c'est vrai, ou si peu pour cette mission Frédéric, jusqu'à ce que Théodore Kinson, mon prof de lecture, entreprenne de lui faire une place dans le champ mémoriel des missions. Voilà. J'ai fait la mienne, moi je continue la mienne. Flash le livre.